cette session de la présider avec mon ami le professeur Jean-Jacques Desglands, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être un fidèle parmi les fidèles et même un fondateur, un pilier de la discipline, puisque les rendez-vous sont annuels et biannuels, l'Albatros et évidemment THS. Merci Jean-Jacques de nous faire l'amitié d'être toujours avec nous et toujours présent. J'aimerais avoir ta fidélité aux sessions lorsque j'aurai ta forme et ton expérience. Merci beaucoup Jean-Jacques. Alors, on m'a chargé aussi d'annoncer cette session de pathologie duelle. Vous savez, c'est quand même un sujet qui nous tient beaucoup à cœur ici à THS. Et nous avons aussi l'honneur, aussi le plaisir d'être frontaliers avec nos amis espagnols qui très clairement connaissent le sujet et qui font autorité sur le plan mondial. Alors pour le coup, vous ne serez pas étonnés d'avoir dans ce panel aujourd'hui un chercheur de renom qui est espagnol. Et je laisse la parole à Arcade, qui va le présenter, qui va présenter sa bio. J'aurai moi le plaisir de dire un mot tout à l'heure concernant évidemment l'oratrice de renom qui est le professeur Francis Levin. Merci Arcade. Merci Amine. Bonjour à toutes et à tous. Donc on a interverti, comme vous le voyez sur le programme, c'est Pepe Martínez Raga qui va commencer, puis Francis Levin. José Martínez Raga donc, est chef de psychiatrie à l'hôpital de Valence. Il est aussi professeur associé dans l'université de Valence et il est aussi vice-président de la Société espagnole des pathologies duelles, une société espagnole qui, depuis de longues années, est la société qui a probablement propulsé la pathologie duelle dans le monde, et avec la création par la suite de la WAD, donc de la World Association on Dual Disorders, où il est également membre. Voilà, donc je vais laisser la parole à José Martínez Raga, non sans vous dire qu'il y a eu un consensus européen sur le TADA qui a été écrit fin 2018 et qui vient d'être traduit en français par notre collègue Hervé Cassi, que vous pouvez retrouver. C'est un document passionnant d'une vingtaine de pages et qui est appuyé sur plus de 350 études pour celles et ceux qui auraient encore des doutes sur l'existence réelle de cette maladie. Okay. Merci beaucoup. Merci Arcade. Tu es très gentil et c'est tout mon français. I decided to speak in English at the end. So I'm really to speak in French. J'ai décidé de parler en anglais, désolé de ne pas parler en espagnol ou en français. C'est un plaisir d'être ici une fois de plus. This fantastic meeting and thank you for your attendance. Donc merci beaucoup d'être là. Pour moi, c'est vraiment une joie, un honneur aussi que de parler des TDAH. On a décidé de changer l'ordre parce que moi je vais présenter de manière un peu plus générale et essayer de parler davantage de ce qui est sous-jacent, tandis que ma collègue parlera plus du traitement. Donc c'est pour ça qu'on a décidé finalement de changer l'ordre initial. Alors les TDAH, c'est un de mes domaines d'intérêt et j'aime peut-être les causes perdues, comme les addictions, les troubles psychiatriques qui, pour certains, relèvent des causes perdues. Et c'est vrai que quand il y a comorbidité, on est vraiment peut-être en présence d'un cas un peu comme Don Quichotte, des situations un peu désespérées. Alors, le déficit, les troubles du déficit de l'attention et de l'hyperactivité, ce sont plusieurs pathologies concomitantes. Et c'est faux de dire que c'est quelque chose de nouveau. On a connaissance depuis le XVIIe siècle de troubles qui recouvrent ces termes-là. Ça a déjà été décrit par Kaplan. Et il y a un chapitre entier sur ces troubles de l'attention, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Et on voit qu'il y a donc une première description au XVIIe siècle, puis plus tard au XVIIIe siècle, les psychiatres, qu'ils soient français ou allemands, ont développé un certain nombre de concepts autour de ces pathologies. Quoi qu'il en soit, les TDAH sont fréquents, complexes. C'est une pathologie multifactorielle qui est caractérisée
par un trouble de l'attention, de l'hyperactivité et de l'impulsivité. C'est une pathologie qui est très hétérogène dans sa présentation, dans sa sévérité. Et ça fait 15 ans que je travaille dans ce champ. Et ma tâche, justement, a été un petit peu de relier les points. Et en fait, il y a 85 combinaisons possibles de présentation clinique des TDAH. Et par conséquent, les phénotypes sont très variables, très divers. Et cela contribue donc à l'hétérogénéité et à la complexité du traitement. Il y a aussi un très fort taux de comorbidité, notamment donc le trouble de l'attention, le trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité est une des comorbidités des autres pathologies qui nous intéressent aujourd'hui. Alors les facteurs étiologiques sont flous. C'est un des troubles psychiatriques sur lequel on a eu le plus d'études. On sait que la composante génétique est très importante, mais on a aussi beaucoup de données sur les données neurobiologiques, neurochimiques, plus peut-être que sur la schizophrénie ou le trouble bipolaire. Et on sait qu'il y a des discussions, bien sûr, qui se poursuivent et des doutes sur l'existence d'un TDAH, alors que pourtant, c'est révoltant d'entendre ce genre de choses quand on sait qu'il y a des vrais fondements. Donc, il y a un côté, une composante génétique, j'en ai parlé, qui représente 70 à 80% de l'étiologie. Ça fait partie d'un phénomène assez curieux. Aujourd'hui, on se focalise surtout sur les enfants, sur le nombre d'enfants qui sont identifiés, donc de plus en plus sont diagnostiqués. Et j'ai beaucoup de gens qui ensuite viennent au cabinet et qui disent « j'ai le même problème que ces enfants que l'on diagnostique avec ces TDAH. Est-ce que je pourrais moi aussi bénéficier d'une évaluation ?» Et c'est vrai que c'est un phénomène sur lequel on se concentre aujourd'hui plus sur les enfants, mais la prévalence est élevée, plus élevée que la schizophrénie, par exemple. Et on sait que le TDAH est un trouble où les circuits neurobiologiques régulant l'attention, le contrôle cognitif sont impliqués. Et donc, il y a vraiment les fonctions exécutives qui sont régulées essentiellement par le cortex préfrontal. Donc, en gros, c'est quand même une grande partie du cerveau qui sont toutes interdépendantes et qui viennent gérer les émotions. On a aussi l'hypothalamus qui est impliqué, ainsi que le cervelet. Et on sait que le cervelet est impliqué dans un certain nombre de fonctions cognitives et de régulation des émotions. Et ce sont souvent aussi les cibles de traitement. Et on voit qu'il y a beaucoup d'interconnexions. Vous voyez ici, il est complexe de comprendre les facteurs sous-jacents, mais c'est sûr qu'il y a une atteinte neurologique et neurobiologique, les connexions avec le circuit de la gratification, par exemple, sont impliqués. Et c'est aussi la raison pour laquelle il y a beaucoup de comorbidité entre les addictions et les personnes ayant un TDAH, parce que justement, le circuit de la gratification est impliqué. Un grand nombre des comportements, des réactions, des symptômes que l'on a chez les patients TDAH sont en relation avec donc le système de la gratification. Ça a été illustré par un certain nombre d'articles. Et on a un déficit au niveau du circuit de la gratification. Et il semblerait que les patients TDAH cherchent des gratifications à court terme. Ils attendent quelque chose à la fin d'un certain nombre d'actions. Et donc, il faut avoir une éducation psychoéducative dans la prise en charge, en plus, bien sûr, d'un traitement médicamenteux. Il faut vraiment comprendre le substrat biologique pour bien prendre en charge. Le TDAH
TDAH est un trouble fréquent. Tout le monde a aujourd'hui un avis sur la situation, peut commenter sur les situations. Les journalistes, certains praticiens même vont disséminer des informations erronées. Pourtant, il faut regarder les données. La vraie prévalence de la TDAH chez les enfants et les adolescents est comprise entre 3,4 et 7,2%. La proportion de personnes qui sont traitées et non traitées est relativement élevée aux États-Unis. C'est moins le cas en Europe. Dans les pays d'Europe du Nord, on est entre 1 et 2%. En Espagne, on est un peu au-dessus de 1% des personnes qui sont diagnostiquées. En France, on est en dessous. Donc l'identification reste centrale parce que, comme on en a parlé, les conséquences à long terme sont très importantes. Donc un diagnostic précoce est important. Ce n'est pas qu'un trouble de l'enfance, c'est un trouble qui se poursuit. Chez 2/3 des enfants, le TDAH va conduire à l'adolescence. On continuera d'avoir une symptomatologie et plus tard, ils auront encore une maladie avec une symptomatologie bruyante. Donc on est à une prévalence estimée de 3 à 5% dans la population adulte générale. Il faut donc vraiment bien comprendre la trajectoire et le devenir de ces enfants suivant ou non qu'ils ont été diagnostiqués. On peut avoir une rémission, on peut mieux gérer les systèmes de dopamine, on peut avoir un meilleur équilibre de ces différents circuits. Les enfants et adolescents qui ont été diagnostiqués deviennent ensuite des adultes qui souvent sont plus fonctionnels parce qu'il faut savoir que la demande fonctionnelle est plus importante parce qu'ils ont souvent un QI plus élevé. Ils ont des demandes différentes quand ils entrent au collège. Ils ont des fonctions exécutives qui sont différentes des autres enfants et adolescents parce que le cortex préfrontal n'est pas du tout activé de la même manière. Et ce sont souvent des enfants qui, à 15 ou 16 ans, ne veulent plus avoir papa et maman qui les aident à faire les devoirs et pourtant, ils ont besoin d'une aide pour certaines tâches. Donc, il est important d'avoir posé un diagnostic avant 12 ans parce que la maladie se manifeste déjà avant. Il est important d'avoir posé le diagnostic avant 12 ans afin d'éviter les retentissements ultérieurs. Une petite proportion d'enfants et une plus petite proportion d'adultes, on parle de 0,2% de la population adulte qui sont diagnostiqués. Alors qu'en Europe, on l'a dit, on a une prévalence d'environ 2,5%. Donc 0,2% diagnostiqués pour environ 2%. C'est des estimations. Il y a une étude qui a été menée un peu partout en Europe où 2000 personnes qui consultaient pour donc une consultation psychiatrique parce qu'ils étaient déprimés, parce qu'ils avaient des troubles de l'alimentation. Personne n'avait été diagnostiqué sur ces 2000. Personne n'avait conscience d'avoir ce trouble-là. Tout simplement, on a organisé des interviews structurées, d'ailleurs vous pouvez les consulter sur Internet, et cela peut éclairer votre pratique. Quoi qu'il en soit, donc sur ces 2000 personnes avaient été diagnostiquées TDAH. Et parmi ces individus, donc ils consultaient pour d'autres motifs, ils venaient chercher essentiellement une prescription. Et dans le cadre de ces interviews structurées, on a pu voir qu'entre 9 et 17% d'entre eux avaient un TDAH non diagnostiqué. Donc il y a une très forte comorbidité. Trouver quelqu'un qui n'a qu'un TDAH, c'est presque essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin ou trouver un toxicomane sans pathologie. Donc souvent, chez l'adulte, quand on a un trouble psychiatrique, il y a souvent concomitance d'un TDAH et souvent il n'est pas correctement dépisté. Cette étude met en lumière, donc sur une étude portant sur 180 jeunes adultes âgés entre 18 et 25 ans, qui consultaient en psychiatrie, qui n'avaient pas été diagnostiqués TDAH dans l'enfance. Et bien là encore, dans ce groupe,
on a pu voir que la sévérité de la TDAH était largement corrélée au co-usage de substances et à l'absence de diagnostic dans l'enfance. Donc, on se rend bien compte, là encore, que si on ne diagnostique pas l'enfant, le devenir de cet enfant qui va devenir un adolescent puis un adulte va être fortement impacté. Ce sont des enfants qui vont perdre peut-être 40, 50, voire 60% de leur potentiel de pouvoir s'intégrer, de pouvoir avoir une vie sociale gratifiante parce qu'ils n'ont pas été diagnostiqués. Donc, comme on l'a déjà dit, le TDAH, souvent, en termes de tableau clinique, on pense à l'impulsivité, à l'hyperactivité. C'est un tableau clinique qui est très hétérogène. Il s'agit ici du tableau clinique que l'on voit chez l'enfant qui commence son adolescence, un enfant qui n'a pas été pris en charge et qui, à 16 ou 18 ans, consulte. On se dit, mais les parents nous disent, mais c'est étrange, en tant qu'enfant, il n'était pas particulièrement hyperactif, il n'avait pas de symptômes. C'est bizarre que vous nous disiez qu'il a un TDAH maintenant qu'il est adolescent. Et cela fait partie de la difficulté au diagnostic parce qu'il n'y a pas qu'un seul tableau clinique. Dans la pratique clinique, souvent, on passe à côté, ou on ne regarde pas exactement les différents symptômes, on ne regarde pas assez bien la personne qui est assise de l'autre côté du bureau. On a souvent des pathologies qui sont concomitantes et duels. On a souvent donc des troubles du sommeil, une mauvaise estime de soi, une faible tolérance à la frustration. Et tout ceci contribue à l'hétérogénéité. Voici, parmi les problèmes que l'on a avec les troubles du développement, c'est que l'impact se poursuit tout au long de la vie. Il y a des besoins, il y a des demandes qui vont varier. Un enfant fait essentiellement deux choses. Il va à l'école et il joue. Tandis qu'un adulte doit être présent sur différents fronts, doit faire face à un certain nombre de défis. Et un adulte peut avoir des problèmes d'éducation de ses propres enfants, avoir des problèmes de couple, des problèmes au travail. Et autant de défis pour un patient TDAH. Et donc, c'est souvent ces adultes qui vont venir en consultation en nous parlant d'autres symptômes qui vont ou ne vont pas nous mettre sur la piste d'un TDAH. Vous avez ici l'impact d'un TDAH non traité ou mal traité. L'impact sur le système de santé. On a aussi un impact sur le niveau scolaire, on a un impact sur l'intégration sociale, sur la qualité des relations familiales, sur l'emploi. Un fort trouble, un trouble très important au plan sanitaire, comme je le disais, puisque il y a une prévalence plus importante d'abus de substances sur les patients TDAH non diagnostiqués. L'impact économique est aussi très important. Vous avez ici une étude assez touffue qui a été publiée il y a 7 ans, en 2012, qui essaie de mettre en perspective le coût du TDAH et l'impact économique à différents niveaux. Vous pouvez voir dans le schéma de droite le gros de ce coût est supporté par le système de santé pour les enfants et les adolescents, mais chez les adultes, c'est plutôt la perte de productivité qui a été mesurée. Donc, le coût financier est aussi bien supporté par la société dans son ensemble, par la perte de productivité, mais aussi par le système de santé. Vous avez ici une autre étude publiée ici. C'est un groupe d'études qui a publié plusieurs articles dans European Psychiatry. C'est une étude bien menée par cette équipe danoise. Ils ont... Pardon, il manquait la... Oh, merci. C'était une cohorte donc, de registres, 5269 adultes ayant un diagnostic de TDAH à l'âge adulte, avec des environnements familiaux et éducatifs assez similaires. Et on a essayé de mesurer par cette étude l'impact économique.
J'ai surligné ici ce qui est important. Les adultes ayant un TDAH ont un revenu disponible nettement inférieur au groupe témoin, paient moins d'impôts et ont généralement un accomplissement académique moindre que les membres de leur famille, puisque donc c'était une étude qui portait sur des frères et sœurs, l'un avec TDAH et l'autre non. Et vous voyez ici que, donc là, c'est exprimé en milliers d'euros, ces chiffres-là, et on voit une diminution dans les revenus, dans une classe sociale qui est moindre pour le frère ou la sœur de la fratrie avec TDAH versus l'autre enfant. Vous voyez ici le taux de criminalité, les éventuelles actions de trafic ou les autres troubles que l'on peut voir. Et on parle ici de plusieurs milliers d'euros d'impacts sociaux. Et quand on met ça en parallèle avec le coût du traitement, on voit d'autant plus l'intérêt de traiter le plus tôt possible parce qu'on sait qu'on peut avoir une bonne réponse au traitement. Au-delà de cela, vous avez la différence de coût annuel entre un individu ayant le TDAH et son frère ou sa sœur sain. Et vous voyez qu'on est à plus de 20 000 euros. Donc on voit le coût individuel, le coût pour le système de santé, et quand on met tout ça en parallèle, on voit qu'il y a quand même un vrai intérêt à traiter. Donc l'intérêt de cette étude, une fois de plus, est de faire des comparaisons aussi entre différents pays. Donc c'était des données de registre danoises, mais ils ont comparé aussi avec les données françaises, par exemple. Ceci, ce sont des données de 2010. On a une estimation de la prévalence classique telle qu'évoquée sur la base de méta-analyse. On est à 2,5% de prévalence chez les adultes. C'est ce qui est aussi, donc ce sont les patients qui correspondent au diagnostic selon le DSM-5. Et vous avez ici le coût estimé pour la France. C'est une approche assez conservatrice, mais même avec une prévalence, avec un seuil de diagnostic plus bas, on a quand même un coût de 10 000 euros par an. Donc on a impliqué, il y a différents aspects dans cette étude. C'est le coût brut, si vous voulez, que l'on compare chez cet adulte en tenant compte d'un certain nombre de paramètres primaires. Mais tout ça pour dire que cela représente une grosse somme d'argent et c'est vrai que les gestionnaires hospitaliers nous parlent régulièrement du coût du traitement, à quel point c'est cher de traiter ces patients. Eh bien, quand on met cela en parallèle avec le coût pour la société, on voit que on est dans un rapport coût-bénéfice quand même tout de même intéressant. Nous avons aussi ici une méta-analyse sur la prévalence du déficit du TDAH chez les personnes incarcérées. Ici, on voit que la prévalence de TDAH est d'un peu plus de 26% chez les personnes incarcérées. Alors, c'est une étude qui a été menée pas uniquement aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde, dans des pays européens et aussi en Asie et en Amérique latine. Et les résultats montrent que le fait qu'un patient soit traité facilite la réhabilitation, la réinsertion. Donc, une fois de plus, le diagnostic et le traitement sont extrêmement importants. Alors, pour complexifier encore plus ce tableau qui est déjà compliqué, le risque d'abus de substances chez les personnes incarcérées TDAH, on a une augmentation du risque, une augmentation du odds ratio, donc du rapport de cote, de 2,41. Donc ça veut dire qu'on crée un énorme déséquilibre. On a un vrai impact délétère sur ces populations-là. Alors, pourquoi est-il si important de parler du TDAH au sens large dans la société? Vous avez ici cette étude qui nous dit que 60% de la population danoise, donc une grosse cohorte, ils ont mesuré le taux de mortalité, toutes causes confondues,
et on a vu qu'on a une mortalité toute cause 3 fois supérieure chez les personnes TDAH que dans la population générale. Donc en clair, les personnes TDAH ont un risque 3 fois plus élevé que la population générale de décéder. Par contre, quand on prend les TDAH qui sont traités dans l'enfance, ils retrouvent un devenir similaire à la population générale. Donc le non-diagnostic ou le diagnostic tardif augmente le taux de mortalité. Vous le voyez ici sous forme graphique et cela illustre bien la gravité du problème. Au-delà de cela, les facteurs qui sont associés à la mortalité, ce ne sont pas des problèmes cérébraux, des problèmes cardiaques. Quand on a regardé quel était le motif, la cause du décès, c'était souvent l'abus de substances. C'était l'impulsivité, les comportements à risque. Donc ce sont vraiment les conséquences du TDAH qui provoquent cette mortalité plus tôt dans la vie. Le taux de suicide est aussi plus élevé chez les personnes TDAH. Ici, c'est une méta-analyse récente de Cortez et son équipe, où on manque les tentatives de suicide, les pensées suicidaires et les suicides réussis, malheureusement, sont plus fréquents dans cette population. Le odds ratio ici, il est de 2,37. Et le rapport de cote pour les personnes ayant des troubles du spectre suicidaire est de 3,53 voire 4,54. Et les suicides réussis en est à 6,7, ce qui est énorme par rapport à la population générale, d'où l'importance encore une fois du diagnostic et du traitement. Pour compléter le tableau, on sait que la dépression et la schizophrénie sont les troubles psychiatriques qui sont parmi les plus associés au suicide. Le trouble anxieux et le TDAH, avec un odds ratio de 2,42, sont comparables à la schizophrénie et à la dépression en termes de contribution au suicide. Dans cette étude, encore du même groupe danois, ils ont trouvé que les comportements suicidaires sont plus importants dans la population TDAH que dans la population générale. Et d'autres auteurs l'ont aussi montré. Et le fait d'avoir des comorbidités en plus du TDAH accroît encore le rapport de compte. On va avoir un odds ratio qui va monter à plus de 10 quand il y a des comorbidités psychiatriques. Donc le TDAH, on le sait, peut être associé à toutes sortes de troubles. La probabilité d'avoir un autre trouble est beaucoup plus élevée que dans la population générale quand on a déjà un TDAH. Et les répercussions, on l'a dit, sont sur toute la durée de vie. Dépression, anxiété, troubles de l'alimentation, etc. Donc le fait d'avoir un TDAH augmente le odds ratio de 7,5. On a un risque encore plus élevé qu'avec un trouble bipolaire. Et vous avez ici cette comparaison encore des comorbidités chez les adultes TDAH. On a une agoraphobie qui est beaucoup plus fréquente à 5,5, etc., etc. Donc le fait d'avoir un TDAH augmente la probabilité d'avoir d'autres troubles et cela explique aussi le fort taux de comorbidité que l'on voit dans toutes les substances. Par contre, le lien aussi entre TDAH et abus de substances ou addiction est là encore très clair. Il y a un vrai chevauchement des deux troubles. Ici, c'est une méta-analyse qui estime que 23,1% des personnes qui ont un traitement pour une addiction ont un TDAH, 23%. Et ça, c'est la proportion de personnes qui sont diagnostiquées. Et donc, c'est ridicule tellement c'est élevé. On parle pratiquement d'un quart des personnes suivant un traitement. Et donc, cela est extrêmement intéressant. Même chose en France, très bonne étude ici qui a été menée chez des adolescents. Et on a une prévalence de TDAH
sur cette cohorte de 500, on a plus de 20% de TDAH. Il y a aussi un abus de substances dans cette population. Et ici, vous voyez la prévalence et les caractéristiques. On a aussi une forte prévalence de tabagisme, de recours au cannabis, d'alcoolisation excessive. Donc, on a un trouble de l'alimentation aussi qui est beaucoup plus prévalent dans cette population. Donc, on voit vraiment des comorbidités. Et les données sont là, elles sont très claires. Au global, quand on compare des sujets témoins et des enfants TDAH, ils ont 2 fois plus de probabilité d'avoir une addiction à la nicotine. Ils ont pratiquement 2 fois plus de chances d'avoir un problème d'alcoolisme, d'avoir un problème d'abus de substances psychotropes. Vous avez ici le tabac, qui est la première substance souvent utilisée. Il me reste 1 minute. D'accord, très bien. Je vais terminer très rapidement. On a comparé ici le nombre de personnes, de fumeurs, avec et sans TDAH. On a corrélé avec l'alcoolisme, avec l'usage de drogue et la dépendance aux drogues. Et ce sont les fumeurs et les TDAH qui ressortent comme les plus fréquemment également dépendants de l'alcool et faisant usage d'opiacés. Tout simplement parce que ça a une fois de plus un lien avec ces circuits de la gratification dont j'ai parlé plus tôt. Enfin, il ne me reste que 2 diapos et j'ai fini. Quel est le devenir? Le fait d'avoir un TDAH plus un abus de substances, eh bien, souvent, on a justement un abus des substances qui commence plus tôt dans l'envie. On a une sévérité, une chronicité plus importante du trouble addictif. On a un moins bon devenir et une moins bonne trajectoire du TDAH. La symptomatologie est plus brillante. On a davantage de lésions cognitives neuropsychologiques, un plus fort usage de substances. Et le problème, souvent, se traduit par des échecs de traitement et des patients qui sont encore plus difficiles à traiter et que l'on perd de vue. Avant de terminer, je souhaite remercier mon équipe, dont je suis très fière, et je vous remercie infiniment pour votre attention. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Merci, Pépé. Ça sera plus simple et ça permettra comme ça de ne pas amputer la présentation de l'orateur, oratrice future. Alors évidemment, c'est difficile de présenter Francis Levin, qui est professeur de psychiatrie et addictologie à Columbia, qui a une expertise évidemment mondiale. La plupart des travaux cités lorsqu'on parle d'ADHD et d'addiction viennent de son équipe, pour ne pas dire viennent d'elle-même. C'est un grand honneur de vous avoir, Francis, et merci beaucoup pour votre conférence et pour être présente. Okay. I come from Je viens de New York, comme vous le savez très certainement, et je parle très vite, ce qui rend fou les interprètes, et je vais essayer quand même de ralentir un petit peu pour faciliter le travail des interprètes, et comme dit très justement la dame, aux gens qui écoutent également, parce que ce n'est facile pour personne, d'écouter quelqu'un qui parle à la vitesse d'un TGV. Je suis très reconnaissant auprès des organisateurs de m'avoir invité. Nous avons d'ailleurs un beau contingent d'étudiants ici dans la salle de Columbia. Et en fait, on s'est retrouvés à l'aéroport et on s'est rendu compte qu'on venait tous à la même conférence. Quoi qu'il en soit, je vais vous parler du TDAH, des addictions. Alors, c'est intéressant. J'ai commencé à mener de la recherche dans ce domaine. Et d'ailleurs, c'est intéressant de parler de mon parcours à Columbia. J'avais surtout travaillé en clinique. J'avais travaillé sur l'addiction au Maryland. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a un certain nombre de programmes d'internat en addictiologie. Et c'est vraiment une spécialité sur les 25 à 30 dernières années. L'addictologie est vraiment devenue une spécialité. Et pourquoi je me suis vraiment intéressée au TDAH, c'est grâce à mon mentor qui est décédé l'année dernière, qui était aux États-Unis, qui avait
qui a été, lors de son décès, qui a reçu un hommage national. Et c'est vrai qu'un bon nombre de personnes dans ma spécialité ont une dette vis-à-vis de cette personne. Vous avez ici mes conflits d'intérêts. J'ai un financement par l'Institut, par le NIDA, et aussi au niveau fédéral et par l'État de New York. Les athlètes professionnels ont des tests urinaires, et ce qui revient le plus souvent, c'est de savoir s'ils ont le droit d'avoir un médicament stimulant. Et la Ligue de baseball aussi a une approche très avancée en se disant que quand il y a un diagnostic de TDAH, il est important qu'il soit bien diagnostiqué et qu'il puisse avoir le droit de prendre certains médicaments lorsqu'il y a des troubles psychiatriques concomitants ou sous-jacents. Earlier from Jose, basically the findings. Vous avez ici donc une manière très agrégée, très élégante, donc des choses qui ont déjà été présentées par mon confrère, et ça montre que quand on a un trouble d'usage des substances, on a une probabilité encore plus élevée d'avoir un TDAH. Et l'inverse est vrai aussi. Quand il y a un TDAH, le risque d'avoir un abus de substance est aussi beaucoup plus important. Pendant longtemps, j'ai eu une consultation pendant plus de 20 ans de personnes d'addictologie, et les personnes qui sont dans ces services-là sont souvent passent à côté d'un diagnostic parce que ils ont d'autres troubles psychiatriques, et souvent ce sont ces troubles psychiatriques qui sont diagnostiqués. Le TDAH est complètement on passe à côté de ce diagnostic. Souvent j'ai des parents qui viennent en disant oui, mon fils n'a pas tout de suite été dépisté pour un TDAH, et je suis souvent choquée par le déficit de diagnostic. En tout cas, c'était quelque chose qui était assez fréquent il y a 15 ans. En tant que praticien, on essaie on diagnostique mieux quelque chose que l'on connaît bien. Et en Europe, les mentors, souvent, n'ont pas, les personnes plus âgées dans la hiérarchie n'ont pas eu une bonne formation sur le TDAH, sur le screening du TDAH, en particulier chez les adultes, et donc ne nous forment pas nous-mêmes bien à le détecter. Je me souviens, il y a 25 ans, on allait dans les bibliothèques, on n'allait pas en ligne. Je me souviens être allée donc à la bibliothèque où on m'avait demandé de trouver toutes les ressources pour un athlète qui avait un abus qui était cocaïnomane, et pour lequel on voulait faire une évaluation plus globale de sa situation. Et vous avez ici les différentes études qui existent sur la prévalence du TDAH chez l'adulte ayant également un abus de substances. Dans les années 80, c'était déjà assez controversé que de donner un diagnostic de TDAH chez un adulte. Néanmoins, il a commencé à être traité, et aussi bien son addiction à la cocaïne que son TDAH s'est amélioré. Donc, mon directeur de thèse m'avait demandé d'aller en bibliothèque pour voir qu'est-ce qui existait sur les corrélations. Et cela nous a permis de commencer m'a en tout cas permis de commencer ma carrière dans ce domaine. Quand on a un problème d'addiction à la cocaïne ou d'autres addictions, on sait qu'il y a aussi un risque élevé d'automédication. Et quand on a un taux de TDAH important, il y a, on le sait, des comorbidités. Et il y a une hypothèse donc d'automédication, mais aussi de retour aux substances pour pallier aux symptômes du TDAH. Donc on a beaucoup de personnes usant de cocaïne, usant aussi de cannabis, parce que ce sont des personnes qui sont impulsives, qui veulent essayer de se détendre. Et la marijuana est un moyen pour eux, par exemple, d'atteindre un état de relaxation. Donc la raison pour laquelle j'ai mis ici ces 4 ou 5 études, ce sont parmi les études qui sont une évaluation structurée du TDAH. Et on voit qu'on a une prévalence d'augmentation de la substance entre 1998 et 2009. On était environ à 10% dans les années fin des années 90, 20% dans les années 2009.
ce sont des patients qui sont diagnostiqués à l'âge adulte. On sait que le diagnostic est maintenant plus fréquent. Comme vous l'avez déjà entendu, il y a beaucoup d'articles sur le TDAH. On trouve un taux de prévalence de 23%. Et vous allez m'entendre dire plusieurs fois dans ma conférence qu'il faut prendre les données des méta-analyses avec des pincettes, parce que très souvent, on perd le sens du détail. On a un certain nombre d'études aussi qui sont avec une moindre qualité de la preuve, parce que ce sont des interviews structurées, par exemple, ce sont de l'auto-rapport. Quand on a des adultes qui viennent à la recherche d'un traitement pour un abus de substance, ils ont souvent donc cette prévalence de comorbidité. Et donc, ce qui se passe donc en 98, c'est qu'on a certainement un sous-diagnostic. Et cette publication de Clure aussi en 99 se portait sur la prévalence de comorbidité entre abus de cocaïne et d'alcool chez les TDAH. Et l'idée dans ces différentes analyses qui ont une méthodologie pas forcément très robuste était de répéter les études pour essayer de corroborer ces premières recherches. Et je sais qu'il y a eu un certain nombre de recherches aussi en Afrique du Sud, en Israël, pour essayer de voir quelle était la prévalence de TDAH. Et cette TDAH allait de 5 à 21% avec une moyenne d'environ 14%. Ce qui finalement est relativement aligné avec ce qui se trouvait en 98, quand moi j'ai fait cette étude donc sur la comorbidité entre usage de cocaïne et TDAH. Donc la raison pour laquelle je vous dis de tout cela, c'est parce que la majorité des programmes que l'on voit pour cherchant un traitement pour une addiction ne sont pas forcément des gens qui ont un TDAH. Néanmoins, il y a quand même une proportion qui n'est pas négligeable. Vous avez déjà entendu par mon confrère de l'importance de faire un dépistage du TDAH. On a beaucoup d'études qui ont démontré l'importance de traiter ces patients. En général, la maladie se présente plus tôt, l'addiction aux substances est plus précoce chez les personnes TDAH. On a une moindre probabilité d'avoir une rémission si on a déjà une dépendance. Si on obtient une rémission, en général, il faut plus de temps pour avoir une rémission et la suite du traitement, l'observance du traitement est plus compliquée chez les TDAH. Alors, j'ai essayé d'avoir une approche assez clinique et de vous faire part des suppositions et des idées préconçues que l'on a. On nous dit que le traitement standard du TDAH ne fonctionne pas quand il y a en plus un abus de substance. On nous dit aussi que si les traitements fonctionnent sur le TDAH, ils ne vont pas avoir un impact sur le trouble de l'abus de substance sous-jacent. Et que donc, au final, il ne faut peut-être pas traiter l'abus de substance chez le TDAH ou ne pas traiter le TDAH chez ceux ayant un abus de substance. D'où un problème vraiment très complexe au plan clinique, même pour les praticiens les plus expérimentés. Comment on va comment on va augmenter les doses de stimulants? Comment on va essayer de gérer la prise de risque? Comment on va déterminer si le traitement stimulant va avoir un impact préjudiciable sur l'abus de substance? Ici, nous avons, en tout cas à ma connaissance, toutes les études, tous les essais pharmacologiques qui ont été menés dans des cohortes de patients TDAH ayant des abus de substances. C'était des essais en double aveugle et 13 qui étaient dans un contexte ambulatoire. Et vous voyez en gros, donc une quinzaine d'essais, donc je n'ai pas inclus mes propres essais, je me suis concentrée sur ceux en double aveugle. Les essais en rouge sont ceux qui ont été menés sur des adolescents. Alors il y a eu des centaines d'essais qui ont été menés chez les enfants et les adolescents, mais il y en a 3 qui ont ciblé spécifiquement les adolescents TDAH et abusant de substances. Il n'y en a que 3. Alors pourquoi on parle autant de stimulants? Eh bien, quand on a essayé l'atomaxétine, qui est un traitement approuvé par la FDH pour le traitement pour le traitement de le TDAH, elle fonctionne moins bien sur les personnes ayant un abus de substances. Alors on a peu de données qui le corroborent, essentiellement les 3 ici sur cette diapo. Mais sur la base de mon expérience clinique,
On a surtout étudié donc l'impact de ce traitement pharmacologique chez des personnes ayant un abus de cocaïne et de cannabis. Alors les résultats sont mitigés, mais il semblerait que effectivement ce médicament est moins efficace quand il y a un abus de substance concomitant. Même chose lorsqu'on a TDAH et abus d'alcool. J'ai eu un coup de fil par un confrère qui mène une étude sur le TDAH plus alcoolémie et on a évoqué la possibilité d'une étude plus poussée sur l'atomaxétine. Souvent, c'est ménophénolate qui est le médicament qui est utilisé en tant que stimulant et qui souvent aide pour le TDAH et peut aussi avoir un effet agoniste sur les autres troubles. Vous pouvez consulter ces articles et je vais vous donner ici une méta-analyse de ces différentes approches thérapeutiques. On a donc une méta-analyse sur des adultes et très souvent, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, les méta-analyses passent à côté de certaines particularités du terrain. Ici, c'est une étude par Cunil et son équipe qui compare et qui tient compte d'un certain nombre d'essais dans un contexte ambulatoire. Et on nous dit qu'on a des résultats mitigés, que l'intervention pharmacologique améliore de manière modeste les symptômes du TDAH, mais qu'il n'y a pas d'effet bénéfique sur l'abstinence de la drogue et que par conséquent l'intérêt d'une recommandation de traitement pharmacologique en cas de co-occurrence de TDAH et d'abus de substances est par conséquent modeste. Certaines de mes études étaient incluses dans cette méta-analyse de 2015, mais je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de failles méthodologiques. On a certaines études qui ont été menées avec une étude dont la biodisponibilité est faible et dont la libération est plutôt à long terme. Parce que c'est vrai qu'on sait que c'est souvent plus facile chez ces patients TDAH d'avoir un médicament qui est pris 1 fois par jour et qui a une biodisponibilité plus longue. Évidemment, nous n'avions pas tous les médicaments disponibles à l'époque. Et dans les articles qui sont inclus dans la méta-analyse, donc il y a une certaine hétérogénéité des différentes formulations et des doses utilisées. Et dans l'analyse, cela n'est pas suffisamment mis en avant. Donc malheureusement, il y a des études qui ont poids plus important que d'autres dans la méta-analyse parce que l'échantillon est plus important, mais les médicaments utilisés ne sont pas les mêmes. Quand on a des comorbidités psychiatriques et on a souvent des échantillons donc plus petits, des cohortes plus petites de 20-30 patients à peine versus une centaine pour d'autres études. Et ce sont aussi des études où on a un taux de perdu de vue beaucoup plus important et ce qui rend là encore ces méta-analyses très difficiles à interpréter. Et une fois de plus, même si on fait une méta-analyse, il y a des suppositions, il y a des limitations méthodologiques qui limitent réellement la validité des interprétations. Donc j'ai parlé des limites. Un de mes collègues, Jean-Pierre Carpentier, qui est un psychiatre flamand, a écrit un article intéressant justement sur les limites de nombreuses de ces études des méta-analyses. Alors le problème, c'est que quand on organise un essai clinique, cela prend des années. D'abord, trouver un financement, faire du suivi, trouver des cohortes, recruter suffisamment de patients. Et pour cette raison, les résultats sont ambivalents ou mixtes, tout simplement parce que la méthodologie est difficile à mettre en œuvre et au final, on ne répond pas nécessairement aux questions que l'on a. Donc, au final, quelle est mon interprétation de la littérature? Comme je vous le disais, à l'heure actuelle, on a 15 essais en double aveugle dans un contexte ambulatoire. Et si on passe en revue chacune de ces études, eh bien, dans chacune, il y a des signaux comme quoi on peut réduire les troubles du TDAH d'environ, et qu'environ 40% de ces études suggèrent qu'on a un certain bénéfice sur l'abus de substances quand il y a concomitance du TDAH et de l'abus de substances. On a des études qui se sont surtout concentrées sur le méthylphénidate et quelques-unes sur l'atomexidine ou des formulations contenant de l'amphétamine. Alors, l'amphétamine est une substance qui fait peur. On sait qu'il y a un risque d'abus et la plupart du temps, on va surtout utiliser du méthylphénidate.
Voici ici d'autres études où on a encore des résultats mixtes. Ici, c'est une étude de 2008 où on a essayé de voir la corrélation entre TDAH et alcoolisme. Aux États-Unis et dans d'autres pays du monde, il semblerait qu'il y ait une forte corrélation. Ici, les patients qui ont un TDAH, quand ils sont sous atomoxétine, ils ont à la fois une amélioration de leur symptomatologie ATAH. Donc, en fait, plus la barre est basse ici, plus vous avez un résultat intéressant. Alors, le sponsor était un des fabricants de l'atomoxétine. Ce sont des études qui étaient menées essentiellement sur des adultes qui avaient aussi un abus d'alcool et ils essayaient de mesurer la réponse au traitement. Donc, ils n'essayaient pas tellement de mesurer les modifications par rapport à la situation de référence, mais ils demandaient essentiellement aux patients de voir quel était le niveau de réponse, avec un cut-off d'amélioration à 30 ou 40% par rapport à la situation de référence. Et donc, on a des résultats qui sont assez cohérents à ce que l'on voit en clinique. L'atomoxétine semble fonctionner, mais on n'a pas la taille d'effet que l'on peut obtenir avec un médicament stimulant. Donc ça, c'était le résultat primaire de cet essai. On a ici, après initiation du traitement, après prise d'atomoxétine, qu'on a une certaine sobriété dans les premiers jours. Mais ensuite, il y a une rechute dans les 15 jours. Et dans la méta-analyse, cela a été retenu comme un résultat négatif de cette intervention. Et bien pourtant, il faut savoir que l'atomoxétine met un certain temps à agir. Quand on regarde les épisodes d'alcoolisation massive, que l'on voit très souvent chez ce type de patients, on voit qu'il y a une réduction au fil du temps. Au bout de 6-7 semaines, qui est le temps de début d'action de l'atomoxétine, on a moins d'épisodes d'alcoolisation massive chez ces différents patients. Donc on n'est pas en train de dire finalement qu'il y a un mauvais résultat. Je ne pense pas que ce soit un résultat qui doit être retenu comme étant négatif, mais il y a un vrai intérêt de l'utilisation de l'atomoxétine chez ces patients. Ce serait intéressant de faire une comparaison avec un stimulant et on espère pouvoir faire ce genre d'études dans l'avenir. Vous avez ici deux autres essais de grande taille qui ont été menés chez des adolescents. Nous, sur 303 adolescents ayant des abus de substances, ça a été financé par une agence fédérale. Et ici, on comparait des adolescents TDAH qui avaient une abus de substance. Et de l'autre côté, c'était des adultes avec un abus de nicotine, donc un tabagisme important. Malheureusement, ces études dans les méta-analyses sont jugées comme ayant un résultat négatif. C'est une étude qui a été menée par Polarix, qui est psychiatre dans le Colorado. Donc un échantillon sur 303 adolescents, une bonne conception de l'étude. Ils ont demandé à ces adolescents, est-ce que votre TDAH s'améliore? Donc on avait un groupe méthylphénidate versus placebo. Et à mon avis, la dose qui a été administrée n'est peut-être pas suffisante. C'était donc une amélioration auto-rapportée par les adolescents et apparemment, ils ont le même rapport d'amélioration qu'ils aient pris un placebo ou le méthylphénidate. Ici, c'est la même cohorte, mais on a demandé aux patients. Et les patients voient une vraie différence dans les deux bras, suivant que leur enfant avait pris un placebo ou du méthylphénidate. Là encore, dans la méta-analyse, tout ceci est noyé dans les résultats, mais à mon avis, ce résultat devrait être pris comme une intervention positive. Ici, vous avez même chose, l'auto-rapport quant à l'usage de substances sur les 28 jours écoulés. Et là, c'était l'intérêt de la psychothérapie dans ces cohortes. Il se peut que l'auto-rapport ne soit pas 100% honnête. Et là aussi, on regarde que on a donc des répondants et des non-répondants à ces traitements psychologiques, psychiatriques.
Et on voit qu'au global, les personnes qui prennent du méthylphénidate par voie orale ont meilleur résultat que ceux prenant un placebo. Et quand il y a un traitement psychiatrique concomitant, l'amélioration est encore plus marquée. Alors évidemment, ça dépend ce que l'on mesure. En général, dans ces tests, on utilise les tests urinaires. Et les tests urinaires, ici, on a des groupes mixtes où on a des adolescents qui consomment de l'alcool, qui sont fumeurs aussi, et qui ont parfois aussi une dépendance au cannabis. Donc, ce que l'on a dans ces résultats, c'est que le méthylphénidate a un impact intéressant sur la réduction de la symptomatologie du TDAH, potentiellement aussi sur l'ajout de l'abus de cocaïne, mais là encore, il faudrait faire des études complémentaires. Vous avez ici une autre étude multisite contrôlée contre placebo, essayant de voir le tabagisme chez ces adultes TDAH. Et on essaie de voir si le fait d'avoir un conseil pouvait avoir un impact sur ces deux pathologies. Il y avait donc administration de patchs de nicotine plus du conseil. Alors, c'était une étude qui était fondée par le NIDA. On avait un échantillon de 255 personnes avec une bonne rétention, une bonne observance, mais on a eu la déception de voir que le résultat n'était pas nécessairement significatif. Vous avez ici un collègue à moi de mon équipe qui m'a dit que quand on a des patients qui ont beaucoup de symptômes à l'inclusion, ce sont des patients chez lesquels on va voir moins... pardon, c'est l'inverse. Quand on a des personnes qui ont une symptomatologie moins bruyante, c'est plus difficile de voir une amélioration que ceux chez qui les symptômes sont plus brillants. De telle sorte qu'on va avoir une amélioration qui est perçue comme plus ou moins significative suivant la situation à l'inclusion. Et ceci est corrélé aussi avec le niveau d'abus de substances. Donc, je pense qu'ici, il y a quelque chose d'intéressant dans cet article. Il semblerait que le groupe qui réponde le mieux soit ceux qui aient une symptomatologie de TDAH plus bruyante. On a aussi fait une analyse computationnelle pour essayer de voir quel était le cut-off. Quand on a à l'inclusion sur l'échelle du TDAH de 4, vous aviez plus de probabilité d'avoir une bonne réponse en termes d'abstinence d'usage de nicotine et amélioration de vos troubles de TDAH. Et ça aussi, ça doit être corroboré par d'autres études. Quand on fait des analyses secondaires, lorsqu'on a une hypothèse, ce n'est pas suffisant que d'avoir certains signaux faibles. Comme on le sait, il est difficile d'avoir du financement, mais c'est vrai qu'il faudrait corroborer par d'autres études. Et il y a peu d'études sur des grandes cohortes reportant à nouveau sur ce sujet. Donc, j'ai parlé aussi avec une consoeur suédoise qui a travaillé sur la dépendance aux amphétamines chez les personnes ayant été inculpées et ayant un TDAH. Donc, c'était une étude sur l'intérêt de l'utilisation d'un méthylphénidate à libération prolongée. Donc, cette étude date de 2014. Elle a donné 180 mg par jour de méthylphénidate chez des personnes ces personnes TDAH ayant une dépendance aux amphétamines, et elle n'a pas eu d'amélioration significative. Et on a parlé et on s'est dit que peut-être la dose n'était pas adéquate, qu'il fallait donner une dose supérieure. Donc elle a refait son étude, elle a travaillé chez des personnes qui sortaient du système carcéral, qui pouvaient prendre donc jusqu'à 180 mg, qui est le double de la dose approuvée par la FDA pour le TDAH. Et là, ce qu'elle a trouvé, c'est que quand on donne jusqu'à 180 mg, on a une meilleure amélioration des symptômes du TDAH. On a 65% des personnes dans le groupe méthylphénidate versus le 27% dans le groupe placebo qui ont une amélioration des symptômes. On a aussi un plus grand taux d'échantillons urinaires qui reviennent négatifs quand on prend cette forte dose de méthylphénidate. Donc, quand on a un médicament à libération prolongée à plus forte dose, on a apparemment de meilleurs résultats. Mais là encore, on a une cohorte d'à peine 52 patients et on a beaucoup de perdus de vue. On a plus de 50% de ces personnes qui ne reviennent pas. Néanmoins, avec ce taux de perdu de vue aussi élevé,
mais on a quand même une différence très significative entre le groupe placebo et méthylphénidate. J'ai eu la chance de travailler avec John Fenowski, qui était justement très en faveur d'une dose très importante de méthylphénidate chez les cocaïnobates. On a travaillé ensemble et publié dans le JAMA of Psychiatry, et le NIDA a financé cette étude, et on a pu administrer une dose beaucoup plus importante. En général, on donne 30 mg. Là, on a donné entre 60 et 80 mg avec l'approbation donc du comité d'études. On a eu une étude randomisée avec 2 bras à l'Université de Columbia et à l'Université du Minnesota. Et j'étais assez inquiète quand cette étude était en cours parce que c'était une étude multicentrique avec aussi des séances de psychothérapie hebdomadaire. Et au final, ce qu'on a vu, c'est que la psychothérapie n'a pas forcément beaucoup aidé. On a eu une bonne rétention, 139 qui étaient inclus, 126 qui ont pu être randomisés et 74% qui ont terminé l'étude. Ce que l'on a vu, c'est que le score ERAS dont je vous ai parlé est significativement amélioré dans le groupe qui prend le médicament versus le placebo. Et pour ce qui est de la modification moyenne, on voit qu'on a une amélioration d'au moins 60% dans les groupes prenant les plus fortes doses. Néanmoins, bien sûr, ce qui est très important, c'est aussi l'usage ou le mésusage de substances. Et on a aussi fait une analyse. On a mesuré le groupe 60 mg, 80 mg et placebo, les différentes lignes que vous voyez ici. Et cela représente ici donc le placebo, la ligne de 60 et de 80, respectivement dans les 3 couleurs. Quand on regarde les échantillons urinaires, on voit que dans le groupe placebo, on a plus d'échantillons urinaires positifs. Il y en a moins dans le groupe de 60. Et dans le groupe de 80, on a encore moins d'échantillons urinaires positifs. On peut d'ailleurs légitimement se demander si on donnait une dose plus importante, si les taux urinaires seraient encore plus... si les échantillons urinaires seraient encore plus négatifs. Évidemment, on n'a pas des bandelettes urinaires c'est uniquement hebdomadaire, mais enfin, quoi qu'il en soit, toutes les analyses sont significatives. Comme je vous le disais, bien sûr, notre objectif ultime est de voir quel est l'impact sur l'abus de cocaïne à la fin du traitement. Ici, on a mesuré le taux d'abstinence de ces patients à la fin de l'essai. Alors, comme je vous l'ai dit, on a eu des perdus de vue, et comme on a des perdus de vue, on les inclut dans le groupe des échecs thérapeutiques. Donc, du coup, ce taux est peut-être pas forcément, ne reflète pas nécessairement la réalité. Quoi qu'il en soit, on voit que dans le groupe 60 mg et encore plus dans le groupe 80 mg, on a respectivement 18 et 30% qui sont abstinents à la fin de l'étude. Une fois de plus, le taux de perdu de vue est de 50%. Donc peut-être qu'on aurait même un meilleur résultat s'il n'y avait pas ces perdus de vue. On a regardé aussi le traitement, l'intérêt du traitement chez les fumeurs de marijuana. Ici, le groupe qui était sous traitement actif avait une réduction au fil du temps. On avait des personnes donc, qui ne viennent pas chercher un traitement pour leur abus de marijuana, mais on leur donne un stimulant pour traiter le TDAH. Eh bien, on voit que tout au long de l'étude, on a une diminution de l'usage de marijuana chez ces personnes ayant un traitement par stimulant pour leur TDAH. Et cela devrait donner lieu à plus d'études. On n'a pas d'études étudiant l'impact de neurostimulants chez les personnes ayant une dépendance au cannabis. Voici donc les recommandations cliniques que l'on peut formuler chez les patients qui ont une co-occurrence de TDAH et d'abus de substances. L'atomoxétine semble être utile chez les personnes ayant un problème d'alcoolisme, ayant un certain nombre d'autres troubles, mais on avait dans cette étude beaucoup de perdus de vue. Pour le bupropion, j'en ai pas beaucoup parlé. J'ai fait une étude avec des patients sous méthadone. On n'a pas pu montrer que le bupropion était vraiment très intéressant, mais c'était efficace sur l'arrêt du tabagisme et sur les problèmes les troubles de l'humeur. Beaucoup de patients TDAH ont des
taux élevé de tabagisme. Je n'en ai pas trop parlé, mais c'est quelque chose que l'on voit très souvent. Pour ce qui est de la guanfacine, modafinil et des antidépresseurs tricycliques, c'était des usages à chaque fois en off-label. On n'a pas nécessairement d'impact non plus très marqué. Donc pour revenir aux idées préconçues que l'on avait au début, le fait que les personnes qui ont un abus de substances, ils répondent moins bien. Eh bien, quelles sont les personnes qui encourent un risque de mésusage de stimulants? C'est une étude qui a été menée sur plus de 113 000 participants, des étudiants de lycée, en tout cas 80%. On a testé un certain nombre de critères, les examens, les médicaments qu'ils utilisaient pour avoir de meilleures performances. On a eu 10 à 20% de prévalence d'utilisation sans prescription de ces stimulants. 65 à 85% des stimulants les faisaient s'éloigner de leurs amis. La plupart du temps, c'était leurs amis qui leur donnaient ces médicaments parce que c'était le médecin qui l'avait prescrit à leurs amis et qui leur en avait donné. Néanmoins, quand on pense aux problèmes cardiovasculaires ou psychiatriques que l'on peut avoir, on mesure bien le danger de ce genre de pratique. Je ne pense pas qu'on ait un fort risque de mésusage de ces formulations à libération prolongée. On voit ici que chez les patients qui comparent l'injection intraveineuse de cocaïne et de MPH ont à peu près vont avoir à peu près le même profil, la même sensation planante en intraveineuse, mais pas lorsqu'ils prennent la formulation par voie orale. Alors évidemment, on peut avoir cette sensation avec une formulation orale, mais c'est moins probable. Il faut plutôt inhaler ou injecter la substance pour avoir un effet comparable à celui des intraveineuses. Ici, nous avons les formulations à durée à libération prolongée et il semblerait que la liste d'examphétamines ou le Concerta, je ne sais pas si c'est disponible en France. Vous l'avez en France, la liste d'examphétamines? Oui, vous en avez, hein, voilà. Donc ça, c'est un des médicaments, la plupart des médicaments que j'ai dans mon cabinet privé sont des adultes et ils prennent souvent ce médicament avec une bonne observance. Néanmoins, on a un certain nombre de confrères qui redoutent d'utiliser ces études. Ici, vous avez une étude Internet menée aux États-Unis sur les risques de mésusage ou d'usage abusif de ces différents médicaments. Donc le Concerta, la Ritaline, par exemple. Et on voit qu'on a plus d'abus justement de Ritaline. Alors encore une fois, c'est une diapo qui est peut-être peut induire en erreur parce que la plage est assez large. On va jusqu'à 49 ans. C'est vrai que si on se concentrait sur les 18-25, on aurait un schéma assez différent. Alors que penser de l'usage de stimulants chez ces patients TDAH? Les personnes qui ont un TDAH et un abus de substances ne sont pas nécessairement ceux qui recherchent le plus un traitement. De manière intéressante, on a peu de rapports dans les différentes études d'un mésusage de stimulants par ces populations. Mais moi, j'ai travaillé avec des personnes sous méthadone et évidemment, je serais informée s'il y avait une tendance de mésusage des stimulants par ces populations. Et je n'ai pas eu ces rapports. Moi, je vois que les adolescents qui sont suivis ont peu de probabilité d'utiliser les stimulants à des fins psychotropes. Les adolescents ne sont pas plus susceptibles que des adultes à décrire un sentiment d'euphorie avec la MPH. Les adolescents sont plus susceptibles de perdre leurs médicaments et dans ces cas-là, ils ne vont pas nécessairement aller chercher de l'automédication. Ok, il me reste 5 minutes, très bien.
Dans la plupart des groupes, le méthylphénidate par voie orale est plus efficace que le placebo. On a montré l'inverse tout à l'heure, mais j'avais expliqué également qu'il y avait des limites méthodologiques. Quand on regarde ici et qu'on pose les questions donc sur le craving, sur la revente éventuelle des médicaments, on a ici des taux qui sont très bas et non significatifs. Donc on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas ces pratiques, mais elles ne sont pas si fréquentes. On nous dit que le fait qu'il y ait beaucoup de comorbidités psychiatriques rend ces patients plus difficiles à traiter. Comme on l'a déjà vu, vous avez ici les taux de comorbidité. Je me suis beaucoup concentrée, comme je le disais, sur la concomitance de TDAH, d'abus de substances, mais on sait aussi qu'on a beaucoup de comorbidités type dépression et troubles anxieux. On a peu de données empiriques qui vous disent quoi faire et comment traiter ces patients. On n'a pas suffisamment de données déjà sur le TDAH plus abus de substances. Et alors, il y en a encore moins quand on tient compte des autres comorbidités. Ce qui rend vraiment compliqué la situation. Alors, voilà, moi, plutôt, ce que je fais en pratique privée. Quand on a des personnes qui nous consultent avec des pensées dépressives et des pensées suicidaires. C'est vrai qu'on va traiter en priorité cette symptomatologie, mais il ne faut pas non plus oublier le TDAH. Souvent, on a aussi des patients qui deviennent plus anxieux quand ils sont sous traitement stimulant. Donc, il faut faire attention, essayer de voir quel est le stimulant. De mon expérience, le méthylphénidate provoque moins d'anxiété qu'avec d'autres, à l'exception des stimulants à durée d'action prolongée. Les patients supportent mieux l'atoxamacétine quand ils sont anxieux, donc c'est peut-être le médicament de choix chez ces personnes. Et il faut faire bien sûr très attention quand on a des comorbidités, en particulier un trouble bipolaire. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais on a une étude très rassurante par Victorin qui montre que quand on traite le traitement bipolaire, qu'on a un traitement permettant de stabiliser l'humeur. Donc on commence par traiter le trouble bipolaire et quand l'asymptomatologie TDAH ressort, on peut aussi prescrire un stimulant sans aggraver le trouble bipolaire. L'un des problèmes majeurs que l'on a en tant que clinicien, c'est comment doser, comment évaluer l'amélioration. Ici, c'est une publication de consensus avec un de mes très bons confrères et on se dit que tout médicament où on a un risque de mésusage présente un risque. Quand on parle des benzodiazépines, quand on parle des opiacés, chez les personnes qui sont également douloureuses, il y a une zone sensible, une espèce de triangle des Bermudes où il faut avoir un bon équilibre entre risque et bénéfice. Mais quand on est assez conservateur dans la dose que l'on prescrit, on ne tombe jamais dans la zone à risque. Le risque aussi, bien sûr, est d'être en sous-traitement. D'un autre côté, si vous êtes très libéral, que vous prescrivez des fortes doses, vous n'allez pas être en sous-traitement, mais vous avez un risque plus important de mésusage. Donc, quand on prescrit un médicament dont on sait qu'il y a un risque d'abus, il faut être très prudent. Il faut avoir un suivi très étroit. Donc on ne peut pas mettre sous stimulant tout le monde. Ça dépend de la relation que vous avez avec le patient et de comment vous pouvez les suivre. Après, on a bien sûr des signaux de danger très forts et des consultations qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Quand vous avez un patient qui vient, qui dit « Voilà, ce médicament ne fonctionne pas pour moi, il faut que vous me donniez celui à libération prolongée », il faut faire très attention. Quand on a des patients qui très souvent reviennent parce qu'ils sont à court de médicaments, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas organisés, ils perdent leurs médicaments? Est-ce qu'ils revendent? Est-ce que c'est parce qu'ils sont bipolaires et ils essayaient d'avoir un sentiment de bien-être? Est-ce qu'ils se servent de médicaments pour essayer de limiter leurs symptômes? Est-ce qu'eux-mêmes augmentent leur dose parce qu'ils ont l'impression d'avoir un meilleur effet thérapeutique? C'est différent de ce que vous avez avec la benzodiazépine. J'ai un certain nombre de patients avec qui j'ai discuté et où je me rends compte que parfois les benzodiazépines, par exemple, ne sont pas la bonne prescription. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut bien limiter
et suivre les quantités de médicaments, regarder, vérifier les bases de données. Nous en avons aux États-Unis où on a une base de données des prescriptions, faire des tests de toxicologie urinaire, ne pas donner la possibilité de donner de la Ritaline, ne pas dire aux patients que vous en avez dans vos tiroirs, que vous en avez au cabinet. Essayez vraiment de limiter les risques de mes usages. La plupart du temps, comme vous le savez, aux États-Unis, il y a la possibilité pour les médecins de dispenser des médicaments. Et donc, c'est pour cela que l'oratrice parle de cette situation particulière. Bien expliquer, avoir un contrat moral avec le patient sur les règles. Et toutes ces règles ne fonctionnent pas dans 100% des cas, mais il faut bien être conscient des risques et voir dans quelle situation être particulièrement prudent. Même chose, comment mesurer le bénéfice? Moi, j'aime le bénéfice. J'aime beaucoup utiliser des instruments structurés et donc je fais remplir beaucoup de formulaires à mes patients où on essaie de mesurer l'amélioration des symptômes, l'amélioration de la qualité de vie. Et quand je n'ai aucune amélioration, je modifie autant que possible le traitement. Quand j'ai des patients qui ont aussi un trouble concomitant d'abus de substances plus un TDAH, je ne vais pas d'emblée prescrire des stimulants. Il faut vraiment une approche globale. Quand j'ai des adolescents dont je suspecte qu'il y a de la revente sur le campus, ou ce ne sont pas forcément des personnes qui ont un abus de substances. Donc, avant de conclure, quelques recommandations thérapeutiques. Je n'ai pas pu me concentrer sur toutes les pathologies parce que je n'avais pas suffisamment de temps. Mais le traitement du TDAH ainsi que des autres comorbidités psychiatriques doit inclure des interventions non pharmaceutiques et pharmacologiques. Quand on parle des interventions non pharmacologiques, c'est le volet, bien sûr, psychologique. Il faut donc une approche combinée des approches à la fois en individuel, mais aussi en groupe, des thérapies comportementales, le soutien familial. Les patients TDAH sont souvent bien aidés par des coachs en organisation. Et ce sont aussi des troubles majeurs de l'affect, donc la thérapie cognitive est très intéressante chez ces patients. Donc en conclusion, le traitement standard du TDAH ne fonctionne pas comme substance active. On a un certain nombre d'idées préconçues que j'avais mentionnées au départ qui ne sont pas confirmées. On a bien sûr adapté le traitement. Il semblerait que soit les formules à libération prolongée qui soient les meilleures avec une forte dose, mais on a besoin de plus d'études. Le risque d'abus existe. Il faut faire un suivi étroit. Et de mon expérience, mes patients ont plutôt tendance à me demander de réduire leur dose que d'augmenter leur dose. Quand on a des comorbidités psychiatriques, on peut tout traiter. C'est plus compliqué. Il faut prioriser. On va d'abord se concentrer sur la pathologie la plus grave, mais il ne faut pas oublier le TDAH. Et il y a possibilité de résoudre un certain nombre de ces défis cliniques. Je remercie John Mariani, avec qui je travaille, le NIDA, qui m'a financé depuis de nombreuses années, ainsi que les différentes personnes qui sont sur cette diapo. Et surtout, je m'en arrêterai là. Je vous remercie. Thank you very much, Francis. Today I have to... Sorry. OK, merci beaucoup. Bon, on va prendre... Attendez. Combien? Une ou deux questions. Si vous pouvez poser des questions, disons, très intégratives, ça serait très sympa. Courtes. Et les réponses, je vous promets qu'elles le seront. Alors, est-ce qu'il y a une main qui se lève? Tu vois quelqu'un? Ben, s'il n'y a pas de main, hein. Tout est dit. Jean-Pierre, tu respectes le cadre. Merci Tout à bien. fait. Pas beaucoup de commentaires, des félicitations à Francis et à José pour cette excellente présentation. Juste une question pratico-pratique. Jusqu'à quelle hauteur de posologie arrivez-vous à prescrire le méthylphénidate? Vous avez parlé de 180 mg. Est-ce qu'il y a des cas où la prescription va au-delà de 180 mg? Et si oui, quelle est la
dose maximale qu'il vous est arrivé de prescrire, ou qu'il t'est arrivé de prescrire. Let me get this off. I've never. Je n'ai jamais supéré 120 vraiment dans ce essai. La moyenne était de 144 et je crois qu'une fois qu'on dépasse 180, les bénéfices sont diminués, mais les médecins, bien sûr, ont peur de le faire parce que c'est seulement un essai. Et le dosage approuvé aux États-Unis, c'est 72 mg. Donc, c'est la moitié. 180, ça serait beaucoup plus. Mais si vous allez prescrire, vous devez vous sentir confortable pour augmenter suffisamment. Et ça, c'est le message avec bonne documentation. Et si le médecin, si le patient le comprend, et avec un suivi de la pression sanguine, ils sont en train de faire une étude pour examiner les méthamphétamine. Et ils sont arrivés pour méthamphétamine, ils ont monté à 250, mais ils avaient comme base de référence, ils ont un document avec les méthodes de cette étude. Ils faisaient la gestion de pression du sang. Et c'est fascinant parce que aux États-Unis, vraiment, je dois laisser les patients quand la pression est à 160 ou plus sur systolique ou diastolique, mais c'est intéressant qu'ils puissent faire cette étude de cette façon-là. Un des problèmes, c'est de contrôler le sommeil, la pression sanguine. Et moi, je ne leur donnerai pas je ne le fournirai pas pendant tout un mois avec ces conditions. Peut-être qu'autre médecin ferait quelque chose de différent.